Je m'appelle Grant Hollis. J'ai 35 ans. Et il y a des moments dont on se souvient non pas parce qu'ils étaient beaux, mais parce qu'ils nous ont déchirés. Pour moi, c'était le moment où ma femme Mera est partie en riant. C'était censé être un week-end d'anniversaire, mon 31e. Elle a dit que c'était un voyage surprise. Juste moi, elle et ses deux meilleurs amis, Donika et Jules. Ça ne me dérangeait pas qu'elle vienne. Je m'étais habitué à ce qu'elle soit attachée à Mera comme des bagages assortis. Bruyantes, opiniâtres, toujours avec cette cruauté cruelle qu'elles essayaient de faire passer pour des blagues. Mera disait que j'avais besoin de me détendre. Je la croyais. Nous avons roulé pendant des heures, serpentant sur des portions d'autoroute déserte jusqu'à ce que les lumières de la ville cèdent la place à la forêt et aux champs. Quelque part au milieu de nulle part, nous sommes arrivés à une gare appelée Pinbrook Station, une petite gare en ruine avec un seul kiosque et un banc en bois délavé. Mera m'a demandé d'aller prendre quelques verres pendant qu'ils attendaient dans la voiture. Je n'y ai pas prêté attention, j'ai juste souri, étiré mes jambes et me suis dirigé vers le kiosque. Je me souviens encore du bruit du gravier sous mes bottes, du vent qui soufflait latéralement sur le quai et du ciel qui semblait chargé de nuages qui n'avaient pas encore décidé de pleuvoir. J'ai pris 3 bouteilles d'eau et un soda. Mera aimait les sodas quand elle était anxieuse. J'ai supposé que quelque chose dans le voyage la rendait nerveuse. Peut-être le long trajet, ou le fait que nous nous soyons disputés la veille au soir à propos de ses dépenses. Rien de bien grave. Du moins, je ne le pensais pas sur le moment. Je suis revenu, prêt à lui balancer le soda par la fenêtre et à dire quelque chose de drôle, peut-être sarcastique. Mais au coin de la rue, la voiture avançait déjà. Doucement d'abord, puis plus vite. Au début, j'ai cru qu'elle bougeait la voiture pour me faire chier. J'ai fait quelques pas en trottinant. Et, miroir, ai-je crié en agitant les boissons. C'est là que je l'ai entendu. Des rires, forts et déchaînés, s'échappèrent de tous les trois. Les vitres étaient baissées. Je voyais Mera au volant, Donika, la tête renversée en arrière, Jules me pointant du doigt. Elle éclatait de rire comme si elle venait de voir la chute d'une sitcom. Puis Mera se pencha à moitié par la fenêtre et cria, « Trouve-le toi-même ». Les pneus soulevèrent la poussière tandis qu'elle s'élançait. Les rires résonnèrent sur la route jusqu'à ce que la voiture disparaisse derrière un rideau d'arbres. Je restai planté là, immobile, les verres à la main, comme un idiot. Je les regardais, suant des bouteilles sans importance. Mon cœur battait un peu plus vite. J'attrapais mon téléphone, batterie à 3%. J'attrapais mon portefeuille, disparu. Je l'avais laissé dans la boîte à gants, comme toujours en voyage. Mera disait qu'elle aimait que tout soit bien rangé. Ça me donnait l'impression d'être pris en charge. Maintenant, je me sentais piégé. Pendant quelques minutes, je restais planté là, dans le déni. Peut-être qu'il tournait en rond. Peut-être que c'était une partie de la blague. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, passant de 10 à 20, la vérité commença à s'installer comme un brouillard froid qui m'enveloppait l'échine. Il ne reviendrait pas. Ce n'était pas une farce. C'était un adieu. Une sortie facile, cruelle et lâche, déguisée en plaisanterie. Je m'assis sur le banc, fixant l'endroit où la voiture avait disparu et laissant le silence m'envahir. La gare de Pinberg n'avait même pas un quai complet, juste des dalles de béton, des mauvaises herbes et un panneau tordu qui semblait n'avoir vu aucun train depuis des années. Le dernier message envoyé apparut sur mon écran juste avant que le téléphone ne meure. Détends-toi. Ce n'est qu'une farce. C'est ce qu'elle avait écrit. Pas d'émoji, pas de ponctuation, juste ces 6 mots comme un poignard trempé dans du sucre. Pendant un moment, je ne pus bouger. Mes jambes me semblaient étrangères. Ma gorge était sèche. Il n'y avait personne d'autre autour. Pas de voiture, pas de gens, pas de train. Je fixais la route, espérant que la voiture reviendrait. Qu'elle reviendrait en hurlant de rire. Mera tombant dans mes bras et disant, « Je suis désolé, ma belle. On a été trop loin. » Mais rien ne vint. Juste du vent. Juste le silence. Juste l'écho de ce dernier rire qui résonnait encore à mes oreilles comme une cloche que je ne pouvais oublier. Je me mis à marcher, non pas parce que je savais où aller, mais parce que rester immobile était comme un abandon. Chaque pas raclait le gravier. Chaque respiration me faisait mal. Je me disais que ça ferait une belle histoire un jour. Un souvenir hilarant pour les dîners. Mais au fond de moi, je savais que ce serait traumatisant.
Je savais que je n'entendrais plus jamais de blague sans un léger sursaut intérieur. La trahison ne vint pas d'un coup. Elle se déroula lentement, comme un film qui se déroule d'une vieille bobine. Chaque pas que je faisais loin de Pine Brook était un pas vers la compréhension que la femme que j'avais épousée ne m'avait jamais vraiment considéré comme son partenaire. Je n'étais pas son égal. J'étais sa cible, son public. La cible de toutes les blagues entre elle et ses deux figures de cour, Denica et Jules. Toutes les fois où il se moquait de mon air sérieux ou m'appelait grand-père parce que j'aimais la routine. Les fois où j'organisais des soirées en amoureux et où ils en faisaient une séance de rose. La carte d'anniversaire signée « Détends-toi ». C'est la vie. Chaque instant qui me faisait soupirer et passer à autre chose m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai repensé à nos vœux de mariage. Mera m'avait promis aventure, rire et amour inconditionnel. Je me suis dit que je n'étais peut-être pas assez drôle. Peut-être que je n'étais pas spontané ou fou comme elle en avait besoin. Alors, j'ai essayé. J'ai planifié des voyages. J'ai lu ses livres préférés. J'ai ri à des blagues que je ne trouvais pas drôles. Mais ce n'était jamais assez. Non pas parce que je n'étais pas assez, mais parce que sa version de l'amour avait un côté cruel. Quand le soleil a commencé à se coucher derrière les arbres, j'ai su que personne ne viendrait. Je savais que Mera avait tout planifié. Peut-être pas entièrement, peut-être que c'était au départ une blague, mais quelque part en chemin, elle a décidé que mon humiliation valait plus que ma confiance. Et c'est ce qui m'a brisé. Pas l'abandon, pas la voiture qui démarrait, mais le fait qu'elle n'ait même pas bronché. Ce rire profond. Le rire à pleine bouche était le son de quelqu'un qui ne ressentait rien en vous laissant derrière lui. Alors j'ai marché. Pas de portefeuille, pas de téléphone fonctionnel, pas de plan, juste des pas vers ceux que je ne connaissais pas. Mais loin d'elle, loin d'eux, loin d'une version de moi-même restée trop longtemps, espérant être choisi par quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Je m'appelle Grant Hollis, et le jour de mes 31 ans, ma femme a pensé que ce serait drôle de me laisser derrière. Le dernier rire n'était pas le mien, mais le dernier mot qui allait exprimer le silence de la gare de Pine Brook n'était pas paisible. C'était celui qui vous donnait la chair de poule, qui rendait chaque pas trop fort, trop réel. Après le départ de Mera, une fois les rires évanouis dans les arbres, je suis resté avec le bourdonnement rauque de l'isolement. Il n'y avait pas de préposé à la gare, pas de guichet, pas même d'horaire affiché nulle part. Juste un distributeur automatique en panne affichant un message d'erreur et un banc qui grinçait lorsque je déplaçais mon poids et que le vent froid et indiscret s'infiltrait dans les trous que le rétroviseur venait d'ouvrir en grand. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. C'était plus un réflexe qu'un espoir. 2% de batterie, pas de réseau, une barre clignotante comme si elle n'arrivait pas à se décider. J'ai pensé l'éteindre pour économiser de l'énergie, mais à quoi bon? Pas de portefeuille, pas de trajet, pas de carte, pas de pièce d'identité, juste un nom et le souvenir de la femme qui avait utilisé les deux comme s'ils étaient jetables. J'ai regardé la route. Elle avait disparu sur la terre et le gravier, bordée d'arbres qui se balançaient comme s'ils connaissaient un secret. J'ai attendu 10 minutes, puis 20, puis 30. Toujours rien. Pas de voiture en retour, pas de doute. Je me suis assis sur ce banc brisé, les mains agrippées au plastique chaud du soda que je lui avais offert, regardant les nuages ramper dans le ciel. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. J'étais trop abasourdi, trop figé dans cet instant où l'incrédulité ne s'était pas encore transformée en douleur. Le dernier message que Mera m'avait envoyé flottait dans mon esprit comme un écho cruel. Détends-toi. Ce n'est qu'un farce. Mais les blagues ont des chutes. Elles se terminent par une révélation, par des rires partagés. Pas aux dépens de quelqu'un, mais autour. Ce n'était pas une blague. C'était un message. Une ligne tracée dans de l'essence et allumée avec une allumette. J'ai marché parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai laissé les boissons sur le banc, mon dernier cadeau à personne, et j'ai tourné dans la direction d'où je pensais venir. Je ne savais même pas dans quel état j'étais. On avait roulé pendant des heures en mettant la musique assez fort pour masquer la voix du GPS. Mera et les filles plaisantaient sur le fait que j'étais de la vieille école pour demander à m'arrêter au point de vue panoramique. Les routes s'étaient confondues. Mais je me souvenais d'une station-service à une vingtaine de mètres. 20 mètres sans eau, sans nourriture, et des chaussures faites pour la marche tranquille, pas pour l'endurance. La route qui sortait de Pine Brook était à peine goudronnée, un amas de gravier et de mauvaises herbes poussant entre les fissures. Chaque pas me semblait résonner,
comme si le paysage lui-même essayait de me rappeler que j'étais seul. Le chant occasionnel des oiseaux au-dessus de ma tête ne faisait qu'empirer les choses. Je pensais sans cesse que quelqu'un allait s'arrêter à ma hauteur, baisser sa vitre et me demander ce que je faisais à marcher sur une route de campagne au milieu de nulle part. Mais personne n'est venu. Il n'y avait que moi, le bruit de mes pas et une conscience grandissante de chaque faux pas que j'avais commis dans cette relation. En marchant, je repensais à chaque moment de notre mariage que j'avais ignoré. Parfois, Mera m'avait taquiné devant tout le monde, et j'en avais ri pour préserver la paix. L'anniversaire où elle m'avait offert une carte sur laquelle était écrit « Pour l'homme qui rend le beige excitant ». La fois où j'avais une présentation importante pour le travail et où elle avait remplacé mes diapositives par des photos de chats en cravate pour rire, a-t-elle raconté. Les amis qui ricanaient quand j'essayais d'être sérieuse. Les commentaires sur le fait que je n'étais pas aussi drôle que les autres. Je m'étais dit que c'était normal, qu'être amoureux signifiait être capable d'accepter une blague, mais je ne riais jamais. Pas vraiment. Je me souvenais de notre premier rendez-vous, combien elle avait semblé différente. Chaleureuse, curieuse. Elle m'avait posé une centaine de questions. Elle m'avait dit que j'avais une présence constante. Elle avait dit que c'était rare. Je pensais être le calme dans sa tempête. J'ignorais qu'elle finirait par m'en vouloir de ne pas alimenter le chaos. Qu'elle voudrait une scène, pas un partenaire. La route s'allongeait, et à chaque kilomètre, le déni s'effaçait. Ce n'était pas spontané. Cela couvait. Peut-être pas le plan précis de me laisser à la gare, mais le sentiment, le désir de me rejeter, de m'humilier, de me punir d'être trop constante, trop sérieuse, trop. Je ne voulais pas faire le clown dans son cirque. Mon téléphone a finalement rendu l'âme au bout de 2 heures de marche. Il s'est éteint comme s'il avait abandonné, lui aussi. Ce petit écran noir me gardait le dernier fil de mes souvenirs familiers. J'étais officiellement débarrassé de force, pas de mon choix. J'avais la gorge sèche. Les jambes douloureuses. J'ai commencé à me parler à moi-même. Pas à voix haute, mais dans ce monologue intérieur désespéré qui remplit le silence quand tout le reste a disparu. Continue de marcher. Encore 1 kilomètre. Ne pense pas à elle. Ne pense pas à leur rire. Mais moi, si. Je l'ai entendu en boucle. Ce gloussement. Le cri aigu de Donika. Le grognement de la hyène de Jules. Mira est trop bruyante. Un rire trop long. Le genre qui n'était pas seulement amusé. C'était méchant. Je suis passé devant une vieille ferme à un moment donné. À moitié effondrée sur elle-même, comme si elle avait renoncé à être une maison. Le porche était pourri, les fenêtres condamnées. J'ai pensé à y dormir si le besoin s'en faisait sentir. Puis je me suis souvenu que je n'avais aucune idée des animaux ou des gens qui pourraient aussi y voir un abri. J'ai continué à marcher. À un moment, j'ai marché sur un objet pointu, peut-être un tesson de bouteille. Il a déchiré le côté de ma chaussure et la partie molle de mon talon. J'ai grimacé, boité quelques pas, et j'ai continué. Il n'y avait pas d'autre option, personne à appeler, personne sur qui compter. Le soleil commençait à décliner quand j'ai enfin aperçu un panneau, littéralement un panneau en métal vert à la peinture blanche écaillée. Bienvenue à Renolo. Pop 1,22. J'ai failli rire. Une civilisation urbaine, peut-être même un arrêt de bus. J'avais l'impression de trébucher sur de l'eau dans le désert. Le dernier tronçon de route menant à la ville était pavé, bordé de petites maisons et d'une épicerie qui semblait n'avoir pas changé depuis les années 70. J'ai pénétré. La sonnette au-dessus de la porte a sonné, et un homme plus âgé derrière le comptoir a levé les yeux. « Bonsoir », a-t-il dit en observant ma chaussure déchirée et mon visage brûlé par le soleil. « Tu as une mine d'enfer. » « Ça a été une longue marche, répondis-je, la voix brisée par la sécheresse. « Pas de transport ?» demanda-t-il. « Pas de portefeuille ?» répondis-je. « Pas de téléphone, aucune idée d'où je me trouvais vraiment. » Il hocha la tête comme si cela ne le surprenait pas. « Asseyez-vous » dit-il en désignant un tabouret en bois près de la caisse. « Vous me raconterez l'histoire après un peu d'eau. » Et pour la première fois depuis ce moment à la gare de Pinneberg, je ressentis un léger sentiment de sécurité. Personne ne rit. Personne ne se moqua. Il ne me demanda même pas si j'avais fait quelque chose pour mériter ça. Il se contenta de verser un verre d'eau, me le tendit et dit, « Il arrive des malheurs. Parfois, ce n'est pas ta faute, mais ce que tu fais ensuite, c'est ta faute. » Et là,
l'histoire commença à tourner. C'est étrange comme la douleur ne commence pas au moment où tout se brise. Elle commence dans les moments que tu as ignorés. Avec le recul, ce n'est jamais un événement isolé. Ces 1000 petites concessions, sans intuition balayées, et toutes ces fois où tu as ri juste pour préserver la paix. J'ai rencontré Mera 6 ans avant cette longue marche depuis la gare de Pinbrook. Elle était électrique. Elle entrait dans la pièce comme si elle avait les droits sur l'air. On la remarquait, non seulement parce qu'elle était belle, ce qu'elle était, mais parce qu'elle était bruyante, d'une manière qui attirait l'attention et la contrôlait. Son rire attirait les regards. Son regard interpellait. Elle n'entrait pas discrètement. Elle arrivait. J'étais tout le contraire. Calme, posé. Le type qui planifiait, payait ses factures à temps, remarquait quand il fallait changer l'huile. C'est peut-être ce qui m'a attiré chez elle au début. Cette tempête magnétique qui vous emportait, qu'on soit prêt ou non. Je l'ai rencontrée aux fiançailles d'une amie. Elle sirotait un cocktail en se moquant de la playlist du groupe. J'ai ri à une de ses paroles et elle m'a regardé avec un sourire amusé en disant « Soit tu es incroyablement stable, soit incroyablement ennuyeux. » Je lui ai souri en retour et lui ai dit « Tu le découvriras si tu restes. » J'aurais dû prendre mes propres paroles pour un avertissement. On était en couple en quelques semaines. Elle était rapide. Des textos à toute heure, des blagues spontanées qu'elle créait comme des armes. Au début, c'était amusant, comme être aspiré dans un monde privé où les règles étaient les siennes, mais le jeu était passionnant. Donika et Jules sont allés à quelques rendez-vous avec ses meilleurs amis depuis la fac. Ils étaient bruyants aussi. Toujours à boire, toujours à se moquer. Quand je faisais une remarque acerbe, il hurlait comme si c'était de la comédie en or, puis il déformait un peu la situation. Au début, je pensais qu'ils étaient juste protecteurs. Les amis peuvent être durs avec les nouveaux. Mais avec le temps, ça n'a pas arrêté. Ça a dégénéré. Je disais que je préférais cuisiner et sortir. Et Jules me qualifiait de mari à petit budget. Si j'abordais le sujet des économies ou de la planification, Donika grognait. Mon Dieu, Mera, il a 30 ans et bientôt 70. Mera ne les a jamais arrêtés. Elle levait les yeux au ciel et riait, me jetait un bras autour du cou comme si j'étais son projet préféré. Je laissais faire. Je me disais qu'il ne le pensait pas, que j'étais assez sûr de moi pour supporter quelques blagues. Mais ces blagues ont pris une autre tournure. Un jour, lors d'un dîner, Mera m'a raconté que j'avais pleuré devant un documentaire sur des chiens sauvés des ouragans. Tout le monde a ri. Mon mari, Monsieur Sentiment, a-t-elle plaisanté en sirotant du vin. Ça m'est resté. Monsieur Sentiment. J'ai ri aussi, car que pouvais-je faire d'autre dans une salle pleine de gens amusés par ma vulnérabilité? C'est devenu une blague récurrente. Plus je m'ouvrais, plus ils en faisaient un contenu. Quand je l'ai demandé en mariage, je me suis dit que le mariage changerait peut-être la donne. Ce miroir verrait que je voulais vraiment construire quelque chose avec elle, que nous mûririons ensemble. Et en privé, c'était parfois le cas. Elle se blottissait contre moi et me disait qu'elle se sentait plus en sécurité avec moi, que j'étais sa force d'ancrage. Mais en public, j'étais toujours la personne sur dont elle pouvait se moquer. Un homme inoffensif qu'elle pouvait tenir en laisse et parader pour faire rire. Le mariage aurait dû être un indice plus clair. Donika et Jules étaient ses co-créateurs d'honneur. Chaque toast qu'ils portaient soulignait la spontanéité de Mera et son besoin d'une personne ennuyeuse pour la contrebalancer. L'un d'eux a même dit que j'étais aussi stable qu'une déclaration d'impôt. La salle riait. Je me souviens avoir serré mon verre, hoché la tête, souriant comme si tout allait bien. Mais ce n'était pas normal. Je ne voulais pas être le faire-valoir de son chaos. Je voulais être son partenaire. Je voulais me suffire à moi-même. Les années qui ont suivi n'ont pas été meilleures. Les taquineries sont devenues plus vives, plus publiques. Je me souviens de notre 2e anniversaire de mariage. J'avais prévu un week-end dans un chalet. Je pensais que c'était romantique, calme, privé, sans distraction. Mera avait amené Donika et Jules. Elle avait dit que ce serait plus amusant. J'ai fini par faire un barbecue pendant qu'ils jouaient tous les trois à des jeux à boire et faisaient des commentaires sarcastiques sur le bonheur conjugal. J'ai dormi seul cette nuit-là. Mera s'est évanouie sur le canapé avec ses filles, riant encore dans son sommeil. J'aurais dû m'exprimer plus ouvertement. C'est de ma faute. J'ai laissé les choses aller parce que je pensais que l'amour était une question d'acceptation,
de laisser son partenaire être lui-même, même si cela nous mettait mal à l'aise. Je pensais pouvoir les conquérir en étant fiable, en supportant tout avec une grâce discrète. Mais la grâce n'est pas le silence. La grâce sans limite devient une trahison de soi. J'ai essayé d'aborder le sujet une fois, vraiment. C'était un jeudi soir. Nous étions assises sur le canapé après avoir regardé un film. Mira avait encore fait une blague au dîner sur le fait que je devenais nerveuse quand le Wi-Fi tombait. Tout le monde a ri et j'ai senti une vague de honte monter. Plus tard, je lui ai demandé, « Tu te rends compte que tu me tournes souvent en ridicule ?» Elle a cligné des yeux, stupéfaite. « Ce n'est pas sérieux, Grant. Tu es trop sensible. » Elle m'a tapoté le genou comme si j'étais une enfant. C'est comme ça qu'on se connecte tous. Ne rends pas les choses bizarres. Et j'ai laissé tomber à nouveau, car je ne voulais pas être celui qui ne supporte pas les blagues. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à croire qu'ils avaient peut-être raison à mon sujet. Que j'étais peut-être trop rigide, trop sensible, que Mira me rendait service en restant avec quelqu'un d'aussi peu drôle. Mais seul à cette station-service, 5 ans plus tard, à regarder la carte disparaître avec ses mêmes rires, j'ai compris la vérité. Ce n'était jamais de l'amour. Pas celui qui construit, qui guérit ou qui chérit. C'était un amour conditionnel. Un amour qui performe. Un amour qui vous déchire jusqu'aux os et qui appelle à l'intimité. Je n'étais pas son partenaire. J'étais son public. Son soutien, l'homme hétéro dans la sitcom qu'elle et ses amis avaient écrite sans mon avis. Maintenant que j'y repense, je me rends compte à quel point les fissures se sont formées tôt. Je vois comment je les ai recouvertes de logique, de loyauté et de compromis. Je voulais tellement que les choses fonctionnent que je les ai laissées m'effacer. Chaque blague, je riais. Chaque insulte, je la recadrais. Chaque nuit, je restais silencieux alors que j'aurais dû partir. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Pas avec fracas. Avec 1000 coupures déguisées en rire. Le temps que je réalise que je saigne, j'avais déjà laissé une trace qu'elle pouvait suivre. Mais elle ne me suivait pas. Pas à ce moment-là. Elle continuait de rire. J'ai marché pendant des heures. J'avais mal aux jambes. Le talon de ma chaussure droite se fendait et ma langue était épaisse de soif. J'avais dépassé un champ rempli de tracteurs rouillés et une grange qui semblait prête à s'effondrer sur elle-même. Le soleil était passé du zénith à un rouge bas et furieux qui me brûlait la nuque. Je ne comptais pas les pas. Je comptais les secondes entre chaque pensée, essayant de ne laisser aucune d'elles sombrer dans la rage ou le regret. Je pensais surtout au son de leur rire. Comment je pouvais encore les entendre? Aigus, aigus, comme des carillons éoliens qui ne sonnent que pour l'humiliation. Ils ne m'avaient pas abandonné à Pinebrook comme ça. Ils avaient fêté ça. Et c'était ce côté dont on ne pouvait se défaire. Quand la première voiture s'est approchée de moi sur ce chemin de gravier, je boitais. J'avais la bouche si sèche que je pouvais à peine parler. Le camion était vieux, peut-être du début des années 90, avec un garde-boue avant cassé et une courroie de ventilateur qui couinait. J'ai levé la main lentement, plus par instinct que par espoir. Le camion a ralenti. Je me suis préparé à ce qu'il continue de rouler, mais il n'a pas bougé. Il s'est arrêté net et la vitre passager s'est baissée avec un bruit sourd. Un homme s'est penché. Barbe grise de la fin des années 60, capot taché d'huile. « Tu as une tête de chien », a-t-il dit. J'ai ri, mais c'était plutôt un croassement. C'est pire. Il m'a observé un instant. Soit on tombe en panne d'essence, soit on perd la raison. Un peu des deux, ai-je répondu. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse qu'il respectait. Monte. Il s'appelait Russell, un mécanicien à la retraite qui vivait maintenant dans une caravane à une quinzaine de kilomètres de la ville la plus proche. Il a dit qu'il revenait d'aller chercher des pièces pour le générateur d'un voisin. Il n'a pas posé beaucoup de questions tout de suite, il a juste monté le volume de la clim et m'a tendu une bouteille d'eau depuis la console. Je l'ai bu à petites gorgées, chaque gorgée me heurtant la gorge comme du verre au début. Il ne m'a pas pressé, il a juste conduit, une main sur le volant, l'autre tapotant légèrement le vinyle craquelé. Longue marche, a-t-il dit au bout de quelques minutes. Ouais, on se fait larguer. J'ai cligné des yeux. Comment l'as-tu deviné? Il a haussé les épaules. Il avait l'air d'un homme qui pense que quelqu'un va faire demi-tour. Ils ne le font jamais. Tu sais, cette phrase m'a frappé plus fort que prévu. Ouais, ai-je dit.
Je le sais maintenant. Je lui ai raconté la moitié de l'histoire, pas tout. Juste assez pour expliquer pourquoi un trentenaire aux chaussures déchirées et sans portefeuille errait sur une route de campagne comme un fantôme. Il n'a pas bronché quand j'ai mentionné la farce. Il ne m'a pas lancé l'incrédulité béate ni la pitié gênée que la plupart des gens auraient. Il a juste hoché la tête comme s'il l'avait déjà vu. Ou pire. Certaines personnes, dit-il, aiment tester jusqu'où elles peuvent aller avant que quelqu'un ne craque. Puis, quand la personne craque enfin, elle joue les victimes. Pourquoi tu pars? C'était juste une blague. Il a craché par la fenêtre. Un jour, mon ex-femme m'a enfermé dehors toute la nuit pour me prouver quelque chose. Il pleuvait. On n'oublie pas ce genre de choses. Tu es rentré? Il m'a regardé. Franchement pas. On s'est arrêté dans une station-service un peu plus tard. Il y avait un petit restaurant attenant, un de ces endroits où les huées sont en vinyle rouge délavé et où les menus n'ont pas changé depuis Reagan. Russell est entré avec moi, a dit à la femme derrière le comptoir. Pam, d'après son badge, que j'étais quelqu'un de bien et que j'avais besoin d'un peu de gentillesse. Elle n'a pas posé de questions non plus. Elle m'a juste apporté un sandwich et un café comme si j'étais le frère perdu de quelqu'un. J'ai mangé lentement, comme on le fait quand on essaie de ne pas pleurer. Il y a quelque chose dans le fait d'être nourri par un inconnu qui vous brise un peu. Non pas par tristesse, mais par soulagement. Le monde semblait si cruel et chaotique quelques heures plus tôt. Mais ici, dans ce vieux restaurant, baigné par l'odeur du bacon, de la graisse et du café brûlé, je me suis souvenu de la décence. Personne n'avait besoin de m'humilier pour rire. Personne n'avait besoin de me blesser pour me sentir vu. Après avoir mangé, Russell a sorti un téléphone portable prépayé de sa boîte à gants et me l'a tendu. « Garde-le » a-t-il dit. Inutile de rester bloqué 2 fois. « Je peux te rembourser » ai-je dit. « Pas besoin. Promets-moi juste une chose. » « Quoi ? » « Si jamais tu la revois et qu'elle essaie de faire croire que tu as mal compris, ne l'achète pas. On n'humilie pas ceux qu'on aime par accident. » Il m'a déposé à une gare routière dans la ville voisine, Bécage. Il m'a dit que c'était assez grand pour avoir des lignes vers la côte ou l'intérieur des terres. Je lui ai dit que je retournais à Eldridge, ma ville natale, mais que je n'allais pas à notre appartement. Il n'a pas insisté, il m'a juste serré la main fermement et m'a lancé un regard qui signifiait « tout ira bien ». Pas aujourd'hui, mais un jour ou l'autre. Le trajet en bus durait 17 heures, avec des correspondances gratuites. J'étais assis à côté d'un adolescent avec des écouteurs trop forts et d'un couple qui se disputait à voix basse. Je n'ai pas dormi. Je regardais par la fenêtre et regardais les arbres se fondre dans les villes, puis les villes se fondre dans les lumières de la ville. Mirror n'a pas appelé, pas une seule fois. Ce premier silence m'a fait l'effet d'un nouveau coup de couteau. Mais c'était aussi une clarté. Elle n'avait pas paniqué, ne s'était pas inquiétée, n'avait envoyé personne à mes trousses. J'avais disparu, et elle m'avait laissé faire. J'ai réfléchi à ce que je dirais si elle appelait, si elle essayait de s'expliquer. J'ai imaginé une centaine de conversations, une fois colérique, une fois calme, une fois sarcastique. Mais en arrivant aux abords d'Eldridge, j'ai réalisé que je n'avais plus envie de parler. Que dire à quelqu'un qui prenait ma souffrance pour un divertissement? Le soleil se levait presque lorsque le bus est arrivé au terminal. J'avais les jambes raides, l'esprit engourdi. J'ai regardé l'appartement où j'étais censé rentrer. Mirror y dormait peut-être, ou pas. Peut-être avait-elle déjà fait ses bagages. Peut-être était-elle encore avec Donika et Jules, revivant la blague, attendant la chute suivante. Je lui ai tourné le dos, sorti le téléphone jetable que Russell m'avait donné et envoyé un texto à quelqu'un. « Tu es rentré ?» Mon frère Miles a répondu 2 minutes plus tard. « Oui, ça va ?» J'ai répondu « Non, mais j'arrive. » Et c'est là que le voyage m'a vraiment changé. Ni Pembroke, ni la marche, ni le restaurant, ni le sandwich, ni les 17 heures de trajet. C'était la décision de me détourner de ce que je croyais être chez moi pour me tourner vers quelqu'un qui n'avait jamais ri de ma douleur. Je ne suis pas retourné à notre appartement, même pas pour me vêtir, même pas pour me regarder en face. En descendant de ce bus dans le silence blafard du matin, je suis passé directement devant le pâté de maison que nous appelions autrefois le nôtre. Le café du coin, le petit parc où elle avait un jour fait semblant de s'endormir sur mon épaule en se moquant de mon livre audio, les fenêtres que nous avions décorées de guirlandes lumineuses, notre premier hiver ensemble.
Je les ai croisés comme si rien ne s'était passé, parce que d'une certaine manière, ce n'était pas le cas. Pas pour la femme qui m'avait abandonné à la gare et ne s'était jamais retournée. Miles vivait à 3 villes d'Ashmer, dans un bungalow loué à la peinture écaillée, avec un jardin assez grand pour qu'on y oublie tout. Quand je suis arrivé sur son porche, son visage ne s'est pas déformé par la confusion ou le jugement. Il m'a regardé, vraiment, et m'a dit, « La chambre d'amis est à toi. Enlève tes chaussures si tu peux. Les sols sont vieux. » C'est tout. Pas de questions, pas de sermons, juste de l'espace. Et après tout ce que je venais de traverser, l'espace était comme de l'air. Je ne lui ai pas tout de suite expliqué. J'ai laissé tomber mon sac, je me suis assise sur son canapé et j'ai fixé l'écran clignotant d'une chaîne d'infos en sourdine pendant que Miles m'apportait des toasts et un verre d'eau comme si je sortais d'un accident de voiture. D'une certaine manière, si. Le silence était épais, mais il était bienveillant. Il m'autorisait à ne pas me produire, à ne pas rassurer qui que ce soit sur le fait que j'allais bien, parce que je n'allais pas bien. Loin de là. Le lendemain matin, je suis allé m'acheter un téléphone prépayé. Du liquide. Rien de spécial, juste quelque chose à utiliser en cas d'urgence. J'avais à peine appuyé sur le bouton marche arrêt que les messages ont commencé à arriver. Le nom de Mira a illuminé mon écran avant même que je puisse charger le menu. 3 appels manqués, puis 7, puis 12. Les SMS. Les nouvelles ont déferlé comme une tempête qu'on croyait passer. Grant, où es-tu? Ce n'est plus drôle. Allez. C'était une blague. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mes mains ne me le permettaient pas. Puis Donika a essayé. Bon, c'est allé trop loin. Rentre à la maison. Mira pète les plombs. Suivi par Jules. Sérieux, mec. Tu as prouvé ce que tu disais. Ne dramatise pas. Celle-là m'a fait rire. Moi, la dramatiser. Après avoir été largué au milieu de nulle part, sans argent, sans téléphone et sans moyen de rentrer. Maintenant, c'était moi la dramatiser. Je les ai toutes bloquées une par une. Et puis le numéro inconnu a commencé. Nouveau compte, différents indicatifs régionaux. Elle essayait tout. WhatsApp, Telegram, même un faux profil Facebook que j'ai immédiatement reconnu à sa surabondance de points d'exclamation. Je n'ai rien répondu. Parce que voilà ce qu'on ne vous dit pas sur le silence. Ce n'est pas seulement l'absence. C'est le pouvoir. C'est le refus de donner à quelqu'un ce qu'il a toujours tenu pour acquis. Votre réaction, ton pardon, ta douleur. Le 3e jour, Miles est rentré du travail avec 2 cafés et un dossier d'offres d'emploi. J'ai entouré celles qui ne te feront pas te détester, a-t-il dit. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. C'est une courte liste. Je sais, a-t-il répondu en sirotant sa tasse. Mais tu n'es pas le genre de gars à rester assis à attendre que l'histoire tourne. Lève-toi. Je ne me sentais pas prête à travailler. Pas émotionnellement. Mais je ne pouvais pas non plus rester assise dans cette chambre d'amis éternellement, seules mes pensées s'accrochant au mur. J'ai donc choisi le boulot le plus simple, un travail d'inventaire d'entrepôt pour un petit quincaillier du quartier industriel d'Ashmere. Ce n'était pas très bien payé, mais c'était calme et personne ne me connaissait. Et c'est ce dont j'avais le plus besoin. L'anonymat, un retour aux sources, pas de regard en coin, pas de questions sur mon mariage, juste le rythme régulier du rangement des étagères et du déménagement des cartons. Le miroir de l'appartement que nous partagions était encore à nos noms. Cette pensée persistait comme une fumée que je n'arrivais pas à dissiper. Je me demandais si elle était assise au bord du lit à se demander où j'étais parti, ou si elle parcourait de vieilles photos et réécrivait notre histoire pour la rendre plus acceptable. Il a toujours été sensible, dirait-elle. Ou peut-être appellerait-elle ça de l'abandon. Faire comme si c'était elle qui était restée. Mais ce n'était pas la vérité. Je n'ai pas disparu. J'étais rejeté, mis de côté comme le prélude d'une blague cruelle qu'il pensait pouvoir contrôler. Sauf que la chute n'a pas eu d'effet. Je ne suis pas revenu en rampant. Je ne les ai pas laissés en faire une autre histoire, me faisant passer pour un imbécile. Chaque soir, dans cette chambre d'amis, je restais allongé à fixer le ventilateur de plafond, à écouter son doux bourdonnement et à essayer de comprendre comment j'avais pu laisser les choses aller aussi loin. Comment je m'étais lentement rétréci dans une relation qui semblait autrefois possible. Mira avait toujours été le feu, mais j'ignorais que j'étais ce qu'elle brûlait pour se réchauffer.
Au fil du temps, je suis devenu l'homme qui s'excusait le premier, qui excusait ses sarcasmes, qui souriait malgré les moqueries publiques, car je pensais que l'amour exigeait de l'endurance. Mais l'amour ne devrait pas vous humilier. L'amour ne devrait pas vous obliger à vous endurcir juste pour y survivre. Une semaine passa, puis deux, l'appel cessa. Ou peut-être qu'elle avait finalement compris que je n'étais plus joignable. Quoi qu'il en soit, le silence passa de la tempête au calme. Et dans ce calme, j'ai commencé à reconstruire non seulement ma routine, mais aussi ma sens de soi. J'ai acheté un cahier et j'ai commencé à écrire des choses que j'aimais, des choses que je voulais essayer. Une liste de chaque compétence que j'avais repoussée au nom du compromis. Je me suis souvenu à quel point j'ai adoré travailler avec mes mains. Le sentiment de construire quelque chose qui n'existait pas, mais a duré. Miles m'a vu esquisser une nuit et m'a dit, « Pourquoi ne concevez-vous pas à nouveau ?» J'ai haussé les épaules. Pourquoi ? Il a pointé le cahier pour vous. Et c'était le début de quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. Juste un murmure de but, une forme que je pouvais presque reconnaître. Je ne savais pas où cela mènerait. Je savais juste que je ne retournais pas. Je ne suis pas rentré chez moi parce que la maison n'était pas 4 murs et une licence de mariage et une femme qui pensait que l'amour était mesuré en punchline. La maison était partout où j'arrêtais de me sentir comme une blague. Et je venais de trouver mon premier coin de paix. Il y a une sorte de guérison silencieuse qui se produit lorsque personne ne connaît votre nom. Lorsque personne ne vous regarde et voit l'histoire ou la honte ou une version de vous-même, vous essayez de dépasser. C'est ce que Weston Hills m'a donné. Une pause propre. Une petite ville assez loin d'Eldridge et d'Ashmere dont personne ne se souciait d'où je venais. Ils ont juste vu un homme à la recherche de travail. Quelqu'un qui est resté seul, s'est présenté alors et n'a pas demandé grand-chose. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai trouvé la menuiserie par accident. Le Woodcraft de Victor était assis au bord de la bande industrielle à l'extrémité nord, niché entre une boutique d'appât et une cour de pneus. Pas de signe de néon, juste une planche à main sur la porte et l'odeur de cèdre et de vernis qui m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas depuis un moment. Stabilité. Je suis entré avec rien d'autre qu'un curriculum vitae de base, des mains calleuses et le genre de silence qui vous a suivi lorsque vous aviez perdu quelque chose de grand. Victor était dans la soixantaine, large avec des cheveux blancs épais et une voix qui portait le poids de quelqu'un qui avait vu plus qu'il n'y avait dit. Il a regardé mes papiers pendant environ 3 secondes avant de les jeter sur un banc à proximité. Tu sais comment taire et poncer une table ? J'ai hoché la tête mieux que la plupart. Vous ne cassez les choses que quand je veux dire. C'était ça. J'ai commencé le lendemain matin. Le travail était physique, répétitif et heureusement simple. Couper, façonner, lisse, assembler. Il y avait quelque chose de profondément thérapeutique à ce sujet. Pour la première fois, les années, je ne mettais pas en place des coquilles ou des ponches dans la sueur et la sueur. Un nouveau départ, se cacher d'un gâchis ou essayer de se rappeler qui ils étaient avant que quelqu'un ne les convainc qu'ils soient cassés. Je ne lui ai pas dit lequel j'étais. Il n'a pas demandé, mais je pense qu'il savait. La boutique n'avait pas de musique, pas de bavardage, juste le bourdonnement des machines et la fissure occasionnelle de bois. Je ne savais même pas qui était vraiment. Tout. Plus sûr de cette façon. La nuit, j'ai suivi des cours en ligne en conception. J'avais toujours eu un œil pour la structure, l'équilibre, les lignes épurées. Avant Mera, j'avais pensé à ouvrir une petite entreprise, Woodcraft, peut-être, ou des meubles personnalisés. Mais la vie avec elle était bruyante et rapide et pleine de distractions. Mes ambitions s'étaient rétrécies pour s'adapter aux siennes. Maintenant, il y avait à nouveau de l'espace. L'espace pour la voix calme en moi qui voulait construire, pas jouer. Certaines nuits j'esquissais pendant des heures, perdant la trace du temps. Table, chaise, étagère, luminaire, pièce avec but. Il y avait quelque chose d'intime dans le design. Vous imaginez la façon dont la main de quelqu'un reposerait sur une surface, le poids qu'il supporterait, les coins lisses pour la sécurité, le grain du bois attrapant la lumière juste à droite. C'était un métier qui respectait la forme et la fonction. Rien de gaspillage, rien de cruel, pas de motif ni de jeu caché. Juste utilité et beauté côte à côte. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. J'ai gardé mon cercle petit vraiment un point. Juste Victor pendant la journée et le clin d'œil occasionnel à la femme du propriétaire lorsque j'ai traversé le chemin avec elle dans la buanderie. Je n'ai pas fait de bar. Je n'ai pas rejoint des groupes communautaires.
Je ne sortais pas, non pas parce que j'avais peur de me blesser à nouveau, mais parce que je m'excavais toujours du miroir de l'épave laissée derrière. Il y avait encore des morceaux de moi enterrés sous des années de ridicule tranquille et de rire forcé. Je ne voulais pas remettre ces éclats à quelqu'un d'autre et leur demander de les tenir attentivement. Pas encore. Les jours se sont transformés en mois. J'ai arrêté de vérifier les anciens comptes de médias sociaux. Je n'ai pas Google son nom. Je ne me demandais pas si elle avait continué, même si je savais qu'elle l'avait fait. Des gens comme Mera ne sont pas assis en silence pendant longtemps. Ils trouvent de nouveaux publics, de nouvelles étapes. Je n'étais plus en colère. Pas dans la manière chaude et tremblante que je l'avais été quand je suis arrivé à Western Hills. La colère s'était refroidie dans autre chose. Clarté. Je l'ai vu maintenant. Tout cela. La façon dont elle m'avait ébréché. Pas tout à la fois, mais lentement comme de l'eau sur la pierre. Le rire, les coups, les licenciements subtils. Rien de tout cela n'était accidentel. C'était un contrôle vêtu de charme. Et je laisserais cela arriver. C'était la partie qui faisait le plus mal. Pas seulement ce qu'elle a fait, mais combien de temps je l'ai laissé le faire. Quelle profondeur j'ai confondu l'endurance pour l'amour. Un après-midi pluvieux, Victor m'a remis un chèque, mon 3e, et a dit, vous êtes bon dans ce domaine. Vous avez déjà pensé à démarrer quelque chose de votre propre? J'ai regardé le chèque. Modeste, mais plus que ce qui je m'attendais. La vie d'une vie qui a apparu. Les étagères de chêne dans la boutique de Victor. De sûr qui s'accrochent toujours à mes vêtements alors que je m'arrivais dans mon allée. Le ciel pendait. Bas comme s'il boudait et que les réverbères avaient scintillé tôt. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré dans le calme de ma maison et j'ai lancé mes bottes, prêtes pour le genre de soirée qui ne m'a rien demandé. Il suffit de chauffer des restes. Peut-être esquisser quelques idées pour une nouvelle pièce que je rêvais. Une nuit normale, une nuit tranquille jusqu'au cou. 3 raps doux. Pas pressé, pas agressif, juste incertain. Je n'ai presque pas répondu. Les gens n'ont pas frappé à ma porte. Aucun voisin n'est passé. Pas de visiteur surprise. Ce fut l'une des joies tacites de cette nouvelle vie. Solitude. J'ai hésité, la main sur le bouton. Et puis je l'ai entendu, une voix que je n'avais pas entendue depuis 5 ans. Grant, dit-elle, douce mais indubitable. C'est moi. J'ai ouvert la porte. Mera se tenait là sous la pluie, les cheveux plus foncés que je ne me souviens, trempés et s'accrochant à elle joue. Elle portait un trench gris ardoise et en dessous quelque chose qui ressemblait plus à la mémoire qu'à des vêtements. Comme une version d'elle-même cousue avec toutes les pièces que je n'avais pas demandé de revoir. Ses yeux étaient grands comme si elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou soulagée. Ses lèvres étaient légèrement séparées comme si elle avait répété quelque chose puis oublié pour le moment nos yeux se rencontraient. Je vous ai finalement trouvé, a-t-elle dit. Elle avait l'air plus mince, plus angulaire au visage et plus âgée, bien qu'elle ne soit que 5 ans. Le temps sculpte différemment, selon ce que vous portez. Son mascara avait commencé à courir, ou peut-être que c'était juste la pluie. Je ne suis pas reculé pour la laisser entrer. Je n'ai pas bougé du tout. Je me tenais juste là, les mains à mes côtés, fixant la femme qui m'a laissé debout à une gare avec rien d'autre qu'une batterie de 3% et une rupture de cœur en mode silencieux. Pourquoi avez-vous disparu? Demanda-t-elle, presque un murmure. J'ai ri sec et amer. Demandez-vous vraiment cela? Son expression clignote comme une fissure en plâtre juste commençait à se séparer. Nous avons essayé de vous trouver. J'ai essayé. Je ne savais pas que tu disparaissais. Parce que tu m'as laissé en premier, j'ai dit. Vous ne vous attendiez pas à ce que je ne revienne pas en arrière. Qui a atterri? Je l'ai vu dans la façon dont sa mâchoire se tendit et comment ses doigts s'enroulaient autour de la sangle de son sac comme si elle avait besoin de quelque chose à retenir. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Le vent tira sur son manteau, envoya de minuscules rivières de pluie dans les marches derrière elle. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû fermer la porte et retourner à ma vie. Celui que j'ai construit à partir du silence et du grain et gagner la paix. Mais elle était là, réelle, présente, trempée, et en quelque sorte à ce moment, à supplier plus qu'une fin. Puis-je entrer? Demanda-t-elle, une voix si petite, je ne l'ai presque pas reconnue. Je me suis reculé, je ne comprends pas pleinement pourquoi. Habitude, fermeture, curiosité, peut-être un peu de chacun.
Elle entra à l'intérieur, dégoulinant sur le tapis, les bras pliés étroitement sur sa poitrine. Je lui ai tendu une serviette sans dire un mot. Je l'ai pris avec un remerciement silencieux et séché son visage, ses yeux ne quittent jamais complètement le mien. La maison était simple. Une chambre, un salon ouvert, un comptoir de cuisine parsemé d'outils et de croquis de conception. Pas de photographie, pas d'encombrement, juste de la fonction. Son regard errait dans la pièce comme si elle cherchait des preuves de ma nouvelle vie, à la recherche de fissures où elle pourrait encore s'adapter. « Vous vivez ici seul ?» elle a demandé. J'ai haussé un sourcil. « Que pensez-vous ?» Elle a fait un petit rire sans humour. Je suppose que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je veux dire, je pensais que tu serais peut-être marié maintenant. Enfant, quelque chose. Je me penchai contre le comptoir, les bras croisés. Vous n'imaginez pas ma vie comme si vous y avez gagné l'accès. Plus maintenant. Sa bouche s'ouvrit, ferma, puis s'ouvrit. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Non. Alors pourquoi es-tu ici, Mera? Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, elle posa soigneusement la serviette, la pliant comme si ce petit acte pouvait l'acheter pardon. Parce que j'ai besoin de dire quelque chose, parce que j'avais tort de beaucoup de choses. Cela m'a fait rire à nouveau. Pas cruy, juste avec une fatigue qui venait de trop d'années de silence et trop de nuits essayant de dépasser l'écho de sa voix dans ma tête. C'est un enfer d'une longue marche jusqu'à ce que je me trompe. Vous avez conduit 500 mètres pour dire cela. Non, j'ai conduit plus loin. Je te cherche depuis des années. Je ne savais pas où tu es allé. Vous m'avez bloqué, tout supprimé. C'était comme si tu avais disparu sur la surface de la terre. Parce que j'en avais besoin, dis-je, parce que rester signifiait mourir un peu plus chaque jour. Elle se rapprocha, son expression s'adoucissant. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Ce jour-là, Pinebrook, c'était une blague. Un stupide. Oui, mais nous ne voulions pas vous blesser. Nous pensions que tu serais fou un peu, puis en rire plus tard. Tu pensais que je rigole. J'ai secoué la tête. Chauffé la rampe montée sur mon cou. Vous m'avez humilié devant vos amis. Tu es parti et tu m'as laissé sans argent, pas d'identité et un téléphone qui est mort avant que je puisse même appeler à l'aide. Ce n'était pas une farce, Mera. C'était l'abandon. Et le pire, vous l'avez apprécié. Vous l'avez tous fait. Je l'ai vu dans votre visage. Je l'ai vu dans la façon dont tu as ri quand j'ai couru vers la voiture. C'était le vrai toi. Et je pense qu'une partie de vous est venue ici en espérant que j'aurais oublié cela. Ses yeux scintillaient, mais je ne croyais pas que c'était de la culpabilité. Pas encore. C'était comme quelqu'un se souvenant du moment où il a perdu le contrôle d'une histoire qu'il pensait encore écrivant. Je ne savais pas jusqu'où nous étions, a-t-elle dit. Je ne l'ai vu qu'après votre départ et je ne suis jamais revenu. Après avoir cessé d'entendre votre voix, le silence, il est devenu fort et j'ai commencé à tout rejouer. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant la pluie en lavant le verre comme le temps effaçant la craie. Vous n'arrivez pas à un ring cette cloche. Vous l'avez appelé. Vous l'avez regardé écho. Je voulais juste voir si tu allais bien, a-t-elle dit. Je suis, ai-je répondu, me tournant pour lui faire face. Et pas à cause de toi. Malgré vous. Le silence s'étendait entre nous, plein de choses que nous ne dirions jamais et des excuses qui ne feraient jamais atterrir comme elles étaient censées. Elle ramassa son sac, les yeux s'attardant sur le mien. J'irai. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne lui ai pas demandé de rester. Je n'en avais pas besoin parce qu'elle est partie une fois en riant. Et maintenant, elle s'éloignait tranquillement. Et ce silence était enfin à moi. Elle s'est reprochée le lendemain. Même coup, même pause avant d'ouvrir la porte. Cette fois, elle n'était pas mouillée ni tremblante. Cette fois, elle ressemblait à quelqu'un qui avait répété. Mera se tenait là dans un pull bleu marine, un jean et le genre d'expression minutieuse que les gens portent quand ils veulent quelque chose. Je ne l'ai pas invitée immédiatement, je me suis simplement appuyé contre le cadre de la porte et j'ai attendu. Je sais que tu ne me dois rien, a-t-elle dit. Mais j'ai juste besoin que vous l'entendez. Écoutez vraiment. Je n'ai pas répondu, mais je me suis écarté. Laissez-la entrer. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'une partie de moi voulait comprendre ce qu'elle s'est dit toutes ces années. J'avais besoin de savoir quelle version de notre histoire qu'elle gardait en vie dans son esprit.
Elle entra lentement comme si elle s'attendait à être expulsée à mi-chemin. Ses yeux scannèrent à nouveau la pièce, s'arrêtant sur le stretch près de la fenêtre, sur les croquis épinglés sur le panneau de liège, sur la table à manger que je me suis construite. Le même que j'ai mangé tous les soirs. Seul avec de la musique fredonnant en arrière-plan et personne là-bas pour diminuer le calme. J'aime ta place, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas construit pour des compliments, j'ai répondu. Elle tressaillit légèrement, hocha la tête et s'assit au bord du fauteuil comme si elle n'était pas sûre d'avoir la permission d'y enfoncer. Je me suis assis en face d'elle, les bras pliés et attendais. Je n'allais pas faciliter les choses. Vous souvenez-vous de ce week-end avant Pinebrook? Elle a demandé. La semaine avant votre anniversaire? J'ai hoché la tête. Bien sûr que je le fais. Nous avons eu ce combat contre Jules Eden sur la façon dont vous avez dit que vous étiez fatigué d'être la punchline. Tu as dit quelque chose comme « Je ne pense pas que tu me respectes vraiment plus ». Je me souviens. Elle baissa les yeux, tournant un anneau autour de son doigt. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais que tu étais à nouveau dramatique, que tu devais sentir nécessaire. Je me moquais. C'est riche de toi. Elle a tenu la main, pas pour m'arrêter, mais pour ralentir la spirale. What he was doing to you. What we were doing. You mean what you were doing. He corrected. Let's not it behind we. Denica and Jules didn't marry me. You did. She nodded slowly. You're right. It was me and I'm not going to deflect or defend it. I need to explain something. Not because he want you to forgive me, but because he owe you the truth. He didn't respond. He just waited. Mera took a long breath. The prank. It started comme une blague entre nous trois. Denica l'a évoqué après avoir bu et parlé de la gravité que vous deveniez grave. Elle a dit quelque chose comme « Ne serait-ce pas hilarant si nous le laissions tomber dans un endroit éloigné et le laisser le comprendre ?» Nous avons ri. À l'époque, cela ressemblait à une blague. Parlez simplement, mais plus votre anniversaire se rapprochait, plus il continuait de le faire. C'est devenu ce défi, et je ne l'ai pas arrêté. J'ai rejoint. Je me suis dit que ce serait drôle que vous seriez ennuyé pendant 1 heure, puis vous le découvririez et que vous veniez nous rencontrer à la cabine. Cabine? J'ai demandé. Elle hocha la tête. Nous avions loué un endroit. 2 heures de Pinebrook. C'était censé être la révélation. Vous vous êtes fait fou, mais nous aurions le dîner prêt. Votre gâteau préféré, boisson. Tu me pardonnerais. Nous ririons tous. Je l'ai regardé, l'incrédulité se courbant à travers mes côtes. Vous pensiez honnêtement rire. Je pensais que tu reviendrais, dit-elle doucement. Parce que toi toujours l'as fait. Ces mots ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. Je suis toujours revenu. J'étais l'apologiseur, le diffuseur, la main régulière qui a atteint chaque ligne qu'ils ont franchie. Je lui ai laissé croire qu'il n'y avait pas de ligne que je n'effacerais pas. Alors, que s'est-il passé? J'ai demandé, que as-tu fait quand je ne me suis pas présenté? Elle a avalé fort. Nous avons attendu jusqu'à minuit. Ensuite, j'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de vous appeler, mais votre téléphone est allé directement à la messagerie vocale. Nous avons à nouveau vérifié la station, mais vous étiez parti. Personne ne vous avait vu. Denica a dit que vous essayiez probablement de nous effrayer, que nous nous sentions coupables. Jules a dit que vous seriez de retour le matin. Et toi? Je n'ai pas dormi. Elle a dit que je me suis assis toute la nuit dans cette stupide cabine. Et quand le matin est venu et que tu n'étais toujours pas là, je savais. Savais quoi? Que j'ai cassé quelque chose que je ne pouvais pas réparer. Je laisse cela reposer un instant. L'image d'elle qui m'attend ne m'a pas ému. Cela ne m'a pas donné la pitié de la voir. C'est juste peint la dernière partie de l'image, la partie où elle a réalisé que la laisse qu'elle pensait détenue était vide. Je suis retourné à l'appartement le lendemain, a-t-elle poursuivi. Mais tu n'es pas venu. Vos affaires étaient toujours là intactes. Jour après jour, alors c'était une semaine. Puis 2, le propriétaire a dit que votre frère avait ramassé vos affaires. J'ai commencé à appeler encore et encore. J'ai envoyé un email, fait de nouveaux comptes lorsque vous m'avez bloqué. Je ne savais pas où chercher.
Je me penchai en avant, les coudes sur mes genoux. Alors pourquoi venir maintenant? Après 5 ans, elle a rencontré mes yeux. Parce que je n'ai jamais cessé de me demander ce que vous êtes devenu. Parce que j'avais besoin de voir si tu allais bien. Parce que Dieu grante, tu m'as manqué et je détestais la version de moi qui te laisse partir. Tu ne m'as pas laissé partir, dis-je. Vous m'avez jeté et maintenant vous êtes choqué de ne pas avoir sorti de la poubelle et de demander une deuxième chance. Des larmes ont jailli dans ses yeux, mais elle n'a pas pleuré. Mera avait toujours été fière, même coupable, mais je pouvais voir le tremblement en elle, lèvres, la façon dont ses doigts se resserrèrent autour de la sangle de son sac comme elle avait besoin d'une encre. Je ne suis pas là pour vous récupérer, a-t-elle déclaré. Je sais que ce navire a navigué. Je voulais juste te faire face. Pour vous dire que j'avais tort, que je suis désolé. Vraiment profondément désolé. Pas pour la façon dont cela s'est terminé, mais pour la façon dont je vous ai fait douter de votre valeur bien avant ce jour. Je me suis assis avec ça. C'était la première fois qu'elle disait quelque chose qui ne se sentait pas répété. Pourquoi maintenant? J'ai demandé à nouveau plus tranquillement cette fois. Elle hésita. Parce que j'ai entendu Jules le mois dernier. Elle a dit qu'elle vous avait vu sur une photo en ligne. Un site web de design a publié un article sur un artisan local construisant des meubles conscients de l'éco-conscience à Wesson Hills. Elle me l'a envoyé avec une blague. Quelque chose de snow. Je n'ai pas ri. Non, j'ai demandé. Mera secoua la tête parce que je t'ai vu sourire. Et ce n'était pas le genre de sourire dont je me souvenais de notre temps ensemble. C'était calme, solide, réel, et je savais que Smile n'avait rien à voir avec moi. Moi j'avais juste besoin de savoir à quoi cela ressemblait en personne. Cela m'a stupéfait dans le silence. Elle se leva alors doucement, ne se précipitant pas. J'irai, dit-elle. J'ai dit ce que je suis venu dire. Elle se dirigea vers la porte et s'arrêta avec sa main sur le bouton. Tu n'étais jamais la blague, Grant. J'étais. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas eu à le faire. Elle ouvrit la porte, sorta dans le crépuscule et disparut dans la bruine du soir. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas l'impression que je devais m'expliquer à qui que ce soit. Son côté de l'histoire n'a pas changé ce qui s'est passé, mais cela a finalement confirmé ce que je soupçonnais toujours. Elle m'a perdu le jour où elle pensait que j'étais à elle pour humilier. Elle est revenue samedi. Même coup, même pause avant d'ouvrir la porte. Je n'ai pas répondu cette fois. J'ai regardé depuis la fenêtre alors qu'elle se tenait dehors pendant quelques minutes, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, les yeux se dirigeant vers la maison comme peut-être que la porte s'ouvrirait. Quand ce n'est pas le cas, elle a placé une note pliée sur le mat, se retourna et s'éloigna. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé là pendant des heures comme un test pour elle, pour moi, pour toute émotion persistante qui a toujours fantomatique sur les bords de ma poitrine. Quand j'ai finalement dépliqué la page, c'était court, seulement 2 phrases. Je voulais dire tout cela. Mais je comprends. Merci de ne pas avoir claqué la porte. Elle l'a signé avec son nom complet, pas le nom de l'animal qu'elle utilisait, pas le gribouillage initial paresseux qu'elle ferait défiler sur le poste. C'est autour de notre appartement, juste miroir de la brume. J'ai mis la note dans un tiroir, non pas parce que je voulais le garder, mais parce que le jeter ressemblait trop à une cérémonie, et je n'étais pas intéressé par le drame. J'avais eu suffisamment de performances pour durer toute une vie. Et honnêtement, à ce moment-là, je n'étais plus en colère. Il ne restait pas assez de cette version de moi pour faire avancer la colère. Ce qui s'était installé à sa place était quelque chose de plus silencieux, de plus lourd, de clarté, une sorte de savoir qui ne se précipitait pas ou ne faisait pas rage, il y a juste existé, indéniable. Dans les jours qui ont suivi, elle n'a plus frappé. Pas de texte, pas de lettre. C'était comme si elle m'a finalement entendu sans que j'aie besoin de dire un autre mot. Et avec ce silence, un étrange calme s'est installé sur ma vie. Je suis retourné travailler dans la boutique. Victor n'a rien demandé, m'a juste tendu un morceau de dalle de noix et a dit, celui-ci est pour ce client qui voulait des lignes épurées et aucun ongle ne montrant. Vous êtes le seul à pouvoir le faire parler. Et je l'ai fait. Je me suis perdu dans le métier comme je l'ai toujours fait. Mesurer, couper, poncer, affiner. Je me suis rattrapé par la porte, non pas de désir, mais par habitude. Plateforme de gravier, il n'est pas revenu avec moi. Il ne s'intègre plus dans la forme de sa vie. Il ne s'agissait pas de vengeance.
Il ne s'agissait même pas de la justice. C'était une question de paix. Une paix tranquille. Un que j'avais gagné, un que je n'échangerais pas. Je n'avais pas besoin d'elle pour souffrir. Je n'avais pas besoin qu'elle rampe. Je n'avais pas besoin d'elle pour ressentir ce que je ressentais. J'avais juste besoin d'elle pour partir. Et quand elle l'a finalement fait, quand elle est sortie de ce Porsche pour la dernière fois, je l'ai ressenti. La libération comme mon corps retenait son souffle depuis des années sans même s'en rendre compte. Cette nuit-là, je me suis versé un verre et je suis sorti sur le Porsche. La pluie a tapé le toit comme si cela applaudissait ma retenue. J'ai regardé par-dessus la rue calme de Weston Hills. Ma rue et laissez-la me remplir. Je ne guéris pas. J'avais guéri lentement, délibérément. Comme la façon dont vous remplissez une fissure de résine et laissez-la reposer au soleil jusqu'à ce qu'elle durcit quelque chose de plus fort que l'original. J'ai construit quelque chose de réel ici. Un studio de design avec mon nom sur les documents. Clients qui m'ont fait confiance. Une boutique remplie de croquis qui ont commencé comme des pensées, j'avais une fois trop honte pour dire à haute voix. J'avais une vie maintenant, une construction sur le respect, exprès, sur la paix. Et je ne lui devais rien de tout cela. Elle était le feu qui a brûlé la fondation. Mais c'est moi qui a appris à reconstruire avec Stone. C'est la vérité silencieuse que les gens ne comprennent pas toujours. Le pardon ne signifie pas le retour. La fermeture ne signifie pas les retrouvailles. Vous pouvez écouter. Vous pouvez hocher la tête. Vous pouvez même croire que les excuses sont authentiques. Mais vous pouvez toujours vous éloigner. Vous pouvez toujours choisir la paix plutôt que la familiarité. Alors je l'ai fait. Les gens me demandent pourquoi je vis si simplement. Pourquoi je garde les lumières sombres, les couleurs neutres, la maison silencieuse, pourquoi je ne parle pas beaucoup du passé ou de elle ou des années que je semble disparaître du radar de tout le monde. Et je donne toujours la même réponse, à moitié sourire et tout. Certaines histoires commencent par une gare et se terminent par la paix. Qui les ferme généralement? Ce n'est pas que je suis amer. Je ne suis pas intéressé en transformant la douleur en conversation. J'ai raconté l'histoire assez de fois dans ma tête. Je l'ai rejouée comme une vieille bobine de film avec des bords crépitants et des cadres manquants. Je n'ai pas besoin de le raconter pour des étrangers. Et les gens qui comptent vraiment, ils n'ont jamais demandé l'histoire complète. Ils ont juste fait de la place pour l'homme que je suis devenu à la fin. La vérité est que je suis 5 ans plus sage. Pas seulement plus âgé, plus sage. Il y a une différence. Vieillir vous arrive. Devenir plus sage est un choix. Il vient de la collecte du bon type de cicatrices et de décider de ne pas les laisser vous durcir. C'est la réalisation silencieuse que la survie ne vient pas toujours avec une bande-son ou un public. Parfois, cela ressemble à une pièce vide, à votre propre souffle et à la simple joie de savoir que personne ne rentre à la maison pour se moquer de votre dîner ou rire de vos listes de lecture. J'ai construit quelque chose ici à Weston Hills. Cela ne ressemblait pas beaucoup au début, juste une pièce louée au-dessus d'une quincaillerie fermée, d'un drocage et de quelques outils. Mais il a grandi. Le mot est sorti. Les gens ont remarqué et bientôt assez, Hollis Design Company est devenu quelque chose de réel. Je n'étais pas seulement des tables de ponçage et des armoires d'assemblage. Je faisais des choses qui ont duré. Cela signifiait quelque chose. Et c'est peut-être ce dont j'avais toujours besoin. Quelque chose qui ne pouvait pas se moquer. Quelque chose qui a parlé pour moi quand je ne voulais pas m'expliquer. Un tableau n'a pas besoin de défendre sa structure. Une chaise ne s'excuse pas pour son formulaire. J'ai aussi cessé de m'excuser. Je pense toujours à cet homme à 30 ans. Celui qui se tenait seul sur une plateforme de gravier avec un téléphone mort et un cœur se briser en silence. Il méritait mieux. Et plus je vieillis, plus je me rends compte de la force qu'il lui fallait pour ne pas crier, pas pour rage, pas pour chasser après les gens qui ont déjà décidé qu'il était consommable. Il a choisi l'immobilité. Il a choisi la retraite. Il a choisi de reconstruire, pas pour la vengeance, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que l'alternative restait brisée. Je l'honorais tous les jours. Je l'honorais quand j'entre dans mon studio et que la lumière du matin frappe la table de rédaction juste à droite. Je l'honorais quand je me rencontre un client qui me parle avec respect. Je l'honorais quand j'allume la musique et laisse le monde se taire. Il m'a eu ici. Les gens voient un homme avec des lignes épurées maintenant. Un homme qui construit, qui écoute, qui vit sans chaos.
Ils pensent que j'étais toujours aussi centré. Je ne l'étais pas. Je viens de vivre assez longtemps pour cesser de confondre le bruit avec la connexion. J'ai arrêté de romancer le genre d'amour qui avait besoin de moi pour rétrécir. Et c'est quelque chose que personne ne peut me retirer à nouveau. Mera est un souvenir maintenant. Pas une blessure, pas un fantôme, juste une femme que j'aimais autrefois qui ne m'aimait pas comme j'avais besoin. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite pas de mal. Si quoi que ce soit, j'espère qu'elle a trouvé quoi que ce soit, elle pensait qu'elle manquait quand elle était avec moi. J'espère qu'elle a cessé de confondre la cruauté avec la comédie. J'espère qu'elle traite mieux la prochaine personne. Mais rien de tout cela n'est plus ma préoccupation. C'est la récompense silencieuse de la guérison. Vous cessez de devoir savoir ce qui arrive aux personnes qui vous ont blessé. Vous leur souhaitez juste bien et vous le parlez. Je vis simplement parce que la paix n'est pas bruyante. Il n'a pas besoin de s'annoncer. Ça bourdonne. Il attend. Et quand vous le gagnez enfin, vous arrêtez de vouloir autre chose. Donc, quand les gens posent des questions sur les temps anciens, sur le mariage, sur la femme qui a disparu avec mon passé, je souris, je les verse un verre et dis, cela a commencé avec une gare, et cela s'est terminé ici avec moi, en me choisissant chaque jour.